Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Le Larvoto a désormais son propre marché. Il s'est installé ce matin du côté de la Fontaine-Lartigue et reviendra tous les jeudis. Une idée de la mairie pour redynamiser le quartier de la plage. Il y avait 2 fois plus de noyades que l'année dernière en ce début d'été. C'est ce que révèle une étude qui met en cause les fortes chaleurs. Aymeric Houng, épidémiologiste à Santé publique France, nous expliquera ces chiffres. Et si vous choisissiez une station de montagne pour vos vacances, Valberg ne propose pas de skier en été, mais elle vous promet de nombreuses activités. La vice-présidente du syndicat intercommunal, Marie-Amélie Ginesi, nous les détaillera. Et puis si vos enfants sont plutôt mer que montagne, pourquoi ne pas leur proposer une initiation à la plongée sous-marine? L'école bleue de Pierre Frolat se charge de cette mission aussi instructive que ludique. C'est notre Focus Info du jour. C'est la nouveauté du jour, le petit marché du Larvoto vient de faire son apparition sur l'esplanade Est, à proximité de la Fontaine-Lartigue. Il sera présent tous les jeudis. La mairie de Monaco y voit ainsi un moyen de rendre le quartier plus vivant. Fabien Bonilla et Camille Caloni sont allés découvrir les étals. La mairie de Monaco poursuit sa volonté de redynamiser les quartiers de la Principauté en proposant un petit marché hebdomadaire dans le quartier du Larvoto. Désormais, tous les jeudis de 8h à 13h, 3 maraîchers seront installés place Joséphine Baker, juste à côté de la célèbre Fontaine-Lartigue. Le petit marché du Larvoto a été inauguré par Marjorie Crovetto en présence du maire ce matin. Ça traduit vraiment une volonté du conseil communal de contribuer à renforcer l'attractivité de tous les quartiers. Et ça répond vraiment un petit peu comme notre marché, le petit marché de Monaco-Ville, ça répond vraiment à une demande des résidents de pouvoir acheter des produits frais et de qualité sans prendre sa voiture, sans se confronter à la circulation et surtout sans quitter la Principauté. Un marché au Larvoto, ce jeudi, c'était une première et les clients étaient déjà présents. C'est une bonne initiative, je pense que les touristes vont être contents. Après une bonne balade au soleil sur le parvis du Larvoto, de trouver des fruits et légumes à cet endroit, ça peut être sympathique. On voulait proposer à la population du Larvoto quelque chose d'un peu familial, plaisant, proximité, etc. Et nous, on a la chance d'être déjà commerçants à la Condamine, donc on a déjà un petit cœur de clientèle. Et c'était pour amener un petit peu de joie dans ce quartier qui est un peu neutre. On a pas mal de clients qui viennent à la Condamine, mais qui habitent ici dans le coin. Et donc c'est pour faciliter les clients qui habitent ici, pour leur donner un service. Le petit marché du Larvoto s'ajoute aux 3 autres marchés déjà existants. Le plus connu, celui de la Place d'Armes, ouvert tous les jours, comme celui de Monte-Carlo, ou encore le marché de Monaco-Ville, tous les vendredis. Il faut savoir également qu'un service de livraison à domicile a été mis en place par la mairie, quel que soit le marché de son choix, pour les personnes résidant en Principauté et nécessitant une aide pour se déplacer. La prévention des noyades, chère aux actions de la Fondation Princesse Charlène, est plus que jamais d'actualité avec les épisodes de canicule et les récentes alertes de Santé publique France. Pour comprendre le phénomène, nous sommes en ligne avec Aymeric Houng. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Monaco Info. D'après votre récente étude, entre le 1er juin et le 2 juillet dernier, pas moins de 429 noyades ont été enregistrées en France. 109 de ces personnes sont décédées des suites de leur noyade. C'est environ 2 fois plus que l'année dernière à la même période. Et cette fois, ce serait lié à la canicule. Comment expliquez-vous cela ? Oui, effectivement, les chiffres que vous venez de citer ont été publiés par Santé publique France la semaine dernière. Alors, c'est une forte augmentation par rapport à l'année dernière, hein. Vous l'avez dit, pour l'ensemble des noyades, on est de l'ordre du doublement. Et pour les noyades suite décès, on a augmenté de 58%. Alors, le principal facteur de cette augmentation est attribuable à la période de forte chaleur, à la canicule qu'a connue l'Hexagone, alors particulièrement sur la deuxième partie du mois de juin. Et on le voit lorsqu'on analyse les données au jour le jour, on voit que l'augmentation, elle a vraiment lieu à partir de la mi-juin. Et ça, oui, c'est en lien vraiment avec les conditions de très forte chaleur, en fait, qui ont rendu très favorables les conditions de baignade, et ce qui a probablement poussé beaucoup de personnes à chercher des points de fraîcheur en allant se baigner. Est-ce qu'il y a une surreprésentation de certaines tranches d'âge, comme les enfants ou les personnes âgées, dans les cas de noyades recensés ? Alors, oui, effectivement. Alors, même si globalement, les noyades, ça concerne toutes les tranches d'âge, il n'y a pas d'âge protégé ou moins à risque par rapport au risque de noyade. Mais là, on a vu que sur le total des noyades, c'est principalement les tout petits, les 0,5 ans et les 6-12 ans, où on est de l'ordre de 150% d'augmentation par rapport à la même période l'année dernière. Heureusement, ce sont des tranches d'âge où la noyade se termine rarement par un décès, parce que l'enfant est rapidement rattrapé par l'adulte.
Mais si on poursuit un peu l'analyse sur les autres tranches d'âge, le point qu'on peut noter, c'est au niveau des adolescents en cours d'eau. On a eu 19 décès d'enfants, donc 15 adolescents entre 10 et 17 ans uniquement en cours d'eau. Et là, c'est vraiment sujet à préoccupation. Comment est-ce que vous expliquez ces comportements à risque, que ce soit chez les enfants ou les vacanciers, les baigneurs occasionnels? Qu'est-ce qui explique justement que la canicule provoque beaucoup plus de comportements à risque ou irresponsables dans ce genre de situation? Ce qui peut pousser certaines personnes à avoir des comportements à risque plus importants. Je parlais des noyades en cours d'eau, plan d'eau. Évidemment, nous, on conseille d'aller plutôt se baigner dans des endroits aménagés et surveillés pour la baignade, comme les piscines, la plupart des plages. Et lorsque les gens choisissent en fait les cours d'eau ou les plans d'eau, ce sont des endroits qui sont moins aménagés, moins surveillés, voire pas surveillés pour la baignade. Et voilà, et les gens prennent plus de risques parce que en fait les baignades en milieu naturel, il y a des courants, il y a des zones où on n'a pas pied, juste à côté de zones où on a pied, et tout ça, ça va induire des risques. Par exemple, il peut y avoir des consommations d'alcool, et ça va empirer parce que ça va restreindre, ça va diminuer les réflexes. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire extrêmement attention lorsqu'on se baigne en milieu naturel. Et il y a ce phénomène, l'hydrocution aussi, qui peut être très représenté dans ce genre de cas. Lorsqu'il y a une longue exposition au soleil, il faut vraiment rentrer dans l'eau progressivement. C'est vraiment des conseils un peu bateaux, mais qui fonctionnent, c'est-à-dire rentrer progressivement dans l'eau, se mouiller la nuque, le torse, vraiment y aller progressivement, commencer dans des endroits où on a pied. Voilà, il faut que le corps se réhabitue à la fraîcheur de l'eau pour diminuer au maximum les risques d'hydrocution. Est-ce qu'il y a un détail géographique des chiffres que vous avez publiés par Santé publique France ? Oui, alors les noyades, on en dénombre partout, dans le nord, dans le centre, dans le sud de l'Hexagone en France. Alors évidemment, il y en a un peu plus dans la partie sud, tout simplement parce que il y a davantage de piscines, il y a davantage de cours d'eau, plans d'eau, notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et évidemment, il y a tout le littoral en Méditerranée, où effectivement, qui sont des zones très touristiques. Donc voilà, tout ça fait que globalement, il y a davantage de noyades dans la partie sud de la France. Oui. Merci beaucoup, Aymeric Hung, d'avoir répondu à nos questions sur ces récents chiffres de Santé publique France où vous travaillez en tant qu'épidémiologiste. Merci à vous. Merci beaucoup. Et justement, à l'occasion de la Journée mondiale de la prévention de la noyade, notez que la Fondation Princesse Charlène, en collaboration avec la mairie de Monaco et un ensemble de partenaires, organisera une sensibilisation qui se tiendra vendredi prochain, 25 juillet, de 10h à 17h30 à la piscine du Port Hercule. Retournons sur la promenade du Larvoto qui a accueilli l'orchestre Polyphonia hier soir dans le cadre des soirées estivales organisées par la mairie de Monaco. Une formation instrumentale venue de l'île de la Réunion pour faire résonner 6 groupes d'instruments. Yannick Debever et Sylvain Péroumal ont pu y assister. Regardez. C'est à l'occasion de leur tournée en France et en Italie que l'orchestre Polyphonia a posé ses valises sur le rocher ce mercredi. Une formation instrumentale venue de l'océan Indien est composée majoritairement d'élèves des conservatoires de l'île de la Réunion. Ils sont 42 à avoir fait le déplacement sur cette place Anne-Marie Campora. Donc c'est vrai que nous débutons bien, nous continuons bien la saison. Le directeur et chef de l'orchestre n'est autre que Pierre Varro, cousin germain du colonel Tony Varro, commandant supérieur de la force publique. Sous ses ordres, Polyphonia a donné 518 concerts en 22 ans, dont une centaine à l'étranger. Un succès qu'il doit à la composition particulière de cet ensemble instrumental. L'orchestre Polyphonia, avant tout, c'est une formation atypique autour de l'accordéon. Il fonctionne sur des pupitres d'accordéon. Après, vous avez des cordes, des bois, des cuivres, des claviers, des groupes de voix. Enfin, ça fait une sonorité très particulière. Le concept plaît énormément. Et cela s'est vérifié sur la promenade du Larvoto, bon nombre de passants s'arrêtant pour profiter des magnifiques mélodies, classiques
latino mais aussi Disney, porté par des voix somptueuses. Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent? Une nouvelle soirée musicale réussie pour la mairie de Monaco. Le prochain rendez-vous vous est donné mercredi 23 juillet au Square Gasto. Au menu cette fois, pop, dance et soul. Nous vous avons déjà parlé de Couleurs, la grande exposition d'été du Grimaldi Forum consacrée à l'histoire moderne de la couleur par le biais de grands chefs-d'œuvre du XXe siècle issus de la collection du Centre Pompidou à Paris. Et bien pour intéresser la jeunesse à cette exposition, des ateliers sont également organisés toute cette semaine. Pour vous, Fabien Bonilla et Arnaud Imbert en ont vu de toutes les couleurs. Plus d'une centaine d'œuvres sont exposées actuellement, dont des toiles d'une trentaine d'artistes majeurs, de Sonia Delaunay à Picasso, en passant par Bacon, Basquiat, Chagall, Dali, Kandinsky, Modigliani, Magritte, Matisse, Warhol, et j'en passe. Eh bien, la semaine dernière et cette semaine, des ateliers sont organisés pour la jeunesse. Tous les matins, de 10h à 12h pour les enfants de 5 à 8 ans, et les après-midi de 14h à 16h pour les 9-12 ans. L'objectif, c'est d'initier les enfants, évidemment, à l'art, à la culture. On a quand même une mission un peu de service public. Donc on fait une visite qui se déroule à peu près sur 1 heure, où on leur propose, là, à l'occasion de l'exposition Couleurs chef-d'œuvre du Centre Pompidou, on leur propose donc évidemment de travailler sur la couleur dans les tableaux, avec par jour en fait une thématique qui est développée. Donc on a le jour où on va parler de la couleur et de l'arc-en-ciel, de Newton, de la couleur un peu scientifique. Un jour où on parle plutôt, aujourd'hui là on est par exemple sur une thématique sur l'association entre les sons et les couleurs. On fait aussi une association entre les couleurs et les parfums. On fait aussi des associations entre les émotions et les couleurs. Donc voilà, chaque jour sa thématique pour essayer de les initier comme ça un petit peu à l'art. Une exposition visuelle mais aussi sensorielle avec 7 espaces monochromatiques enrichis de créations sonores et olfactives. Des ateliers donc entre vision, ouïe et odorat. Ils sont très sensibles finalement parce que leur approche à l'œuvre d'art est très différente de la nôtre. On a tendance à intellectualiser, à penser à l'histoire de l'art, à penser aux différents mouvements, aux différents courants, etc. Eux, ils sont vraiment dans la sensation instinctive, première, qu'est-ce qu'ils ressentent face à une œuvre, à quoi ça les fait penser. On a des œuvres figuratives, on a des œuvres abstraites. Donc vraiment, on leur laisse beaucoup la parole parce qu'on apprend beaucoup de ces enfants et leur sensibilité nous étonne tous les jours. Alors qu'est-ce que tu penses de ces ateliers que tu as fait là jusqu'à présent ? Ils sont super bien et j'adorais faire le cercle chromatique d'Isaac Newton. J'adorais le faire avec le papier et tout, ça tournait, c'était trop bien. Est-ce que tu as des œuvres, des tableaux qui t'ont plu de ce que tu as vu, même si tu n'as pas tout vu ? Moi, j'ai beaucoup aimé tout. Chaque jour de la semaine, les enfants ont abordé une thématique différente entre illusion d'optique ou association de couleurs avec les émotions, le son ou encore les odeurs. Des ateliers ludiques pour attirer les jeunes vers la culture. Les associations Save Us and Children and Future se sont associées pour remettre aujourd'hui 2 objets au service de pédiatrie du CHPG, un berceau jumeau et un détecteur de veines, montre de leur engagement commun en faveur du bien-être des enfants malades. Christine Dapetit et Hugo Comassa étaient sur place. À Monaco, 2 associations s'unissent pour améliorer le confort des enfants hospitalisés. Grâce à leurs dons, le service de pédiatrie du centre hospitalier Princesse Grace dispose désormais de nouveaux équipements adaptés aux plus jeunes, un berceau pour jumeaux et un appareil qui détecte les veines. L'objectif, plus de confort pour les nourrissons, moins de stress et de douleur lors des soins. Le chef du service pédiatrique, le docteur Stéphane Lille, salue un vrai progrès au quotidien pour les soignants comme pour les familles. Alors l'appareil pour voir les veines, le but c'est pour les bébés qui sont très difficiles à piquer, où on ne voit pas les veines, où on a du mal à les sentir, c'est pour donner un peu plus d'assurance à l'infirmière, mais aussi à l'enfant et aux parents, pour montrer qu'on sait ce qu'on fait et on voit ce qu'on fait. Le but, c'est d'éviter les ponctions à répétition, parce qu'il y a des bébés qui malheureusement peuvent être piqués 6-7 fois, alors souvent par 2 ou 3 infirmières différentes, mais le but, c'est si la deuxième infirmière arrive, parce qu'on a échoué 2 fois, on peut s'aider de ce dispositif pour y arriver un petit peu mieux. Le berceau pour jumeaux, c'est un intérêt surtout dans les premiers jours après la naissance, pour que les jumeaux aient une séparation plus douce, pour arriver à se séparer progressivement. Par contre, il faut les garder sous surveillance scopique parce que normalement, on doit coucher un enfant dans son berceau unique. Donc c'est juste pour la néonatologie.
Ces dons sont le fruit d'une collaboration entre deux associations monégasques, vous l'aurez donc compris, Save Us Monaco et Children and Future, unis autour d'une cause commune, un engagement d'autant plus fort pour la présidente de Save Us qui a récemment perdu sa fille atteinte de mucoviscidose. Elle connaissait bien les couloirs de l'hôpital qu'elle a longtemps fréquenté au quotidien. Johanna, quand elle a dû faire sa première cure d'antibiothérapie à l'âge de 8 ans, elle était suivie à Nice, mais bon, habitant Cap d'Aille, c'était pas toujours évident, avec en plus un petit frère à la maison. Et l'hôpital a répondu présent et on a pu faire la cure de 15 jours ici à l'hôpital où on avait été reçus d'une façon incroyable. Et c'est vrai que j'avais envie aujourd'hui à mon niveau de les remercier en leur disant vous avez été là pour nous. Aujourd'hui, nous en tant qu'association, on vous le rend et on le rend aussi à la principauté. On a été approchés par Sonia et Jean-Luc juste avant la No Finish Line l'année dernière, effectivement. Et moi j'ai été touchée par son histoire et par tout ce que cette association essayait de faire pour le bien-être des enfants. Donc quand elle nous a proposé de faire quelque chose ensemble et surtout pour la pédiatrie à Monaco, on a dit oui tout de suite, ça a été rapide. Une initiative généreuse qui en appelle d'autres. Children and Future vous donne déjà rendez-vous en novembre pour la prochaine édition de la No Finish Line au profit d'Action pour l'enfance. L'AS Monaco FC disputait hier son deuxième match de préparation à St. George's Park. Au Royaume-Uni, les hommes d'Adi Hutter se sont aisément imposés 5-0 face à Coventry. Performance due en grande partie à un triplé de Magnès Akliouche en deuxième période. Pour ses prochains matchs de préparation, l'ASM affrontera Nottingham Forest, l'Arminia Bielefeld ainsi que l'Ajax. En basket cette fois, c'est officiel, le calendrier de l'Euroleague vient d'être dévoilé pour la saison 2025-2026. La campagne s'étendra du 30 septembre au 17 avril avec 38 journées au programme. Et pour sa première, la Roca Team recevra le Zalgiris Kaunas le mercredi 1er octobre. Si vous souhaitez échapper un peu à la chaleur et à la foule, que diriez-vous d'une petite escapade à Valberg? La commune ne tourne pas qu'en hiver, elle est aussi pleine de ressources en été. Et celle qui saura nous le dire mieux que personne est Marie-Amélie Ginesi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente du syndicat intercommunal de Valberg. Merci d'être avec nous. Je le disais, la station est surtout connue pour ses activités hivernales. Mais comment s'organise-t-elle pour attirer les touristes pendant la saison estivale? Quelles sont les activités phares proposées aux visiteurs? Eh bien, écoutez, ça fait maintenant bien longtemps que la station de Valberg se veut station de montagne et s'oriente sur des activités 4 saisons, et notamment la saison estivale, qui est une saison phare chez nous depuis maintenant de nombreuses années, puisque nous avons su, dans la diversification, proposer des activités telles que l'acrobranche, la luge d'été, la randonnée. Nous avons aussi un bike park. Nous proposons également un golf, la piscine. Donc, il y a vraiment de quoi contenter le plus grand nombre. Voilà, donc tout un tas d'activités. Est-ce qu'il y a des activités vraiment nouvelles par rapport aux années précédentes? Oui, tout à fait. Cette année, on a eu le plaisir de livrer, très récemment d'ailleurs, un pump park. Un pump park, c'est un équipement très innovant, puisqu'il s'agit là d'un mix entre un pump track et un skate park, ce qui va donner un pump park. C'est un équipement pour la ride qui est accessible à tous les véhicules à petits trous, tels que les trottinettes, les skateboards, les rollers. Et ça permet à tous les âges de se divertir et surtout de s'initier aux sensations de glisse. Donc ça vient en complémentarité en plus avec notre domaine skiable en hiver. Est-ce que vous avez observé une évolution de la fréquentation estivale ces dernières années? Tout à fait. L'été a toujours bien fonctionné à Valberg, mais depuis quelques années, on remarque effectivement une augmentation de la fréquentation. On le ressent sur le remplissage de nos gîtes touristiques. On ressent aussi que la saison s'élargit. La saison avant était essentiellement concentrée sur le mois de juillet et le mois d'août. Aujourd'hui, on se retrouve avec des saisons qui vont du mois de mai à la fin octobre sans difficulté, avec des week-ends bien remplis, de l'événementiel aussi qui permet aux clients de monter et de se divertir, mais également ils viennent rechercher la fraîcheur et la tranquillité. Quel type d'emplois sont proposés pendant la saison d'été? Est-ce que les saisonniers d'hiver sont réemployés l'été? À Valberg, on essaye de proposer des postes l'été en tant qu'opérateur, par exemple, pour encadrer notre parcours acrobranche, en tant que conducteur pour nos engins de remontée mécanique qui fonctionnent l'été, des agents aussi qui viennent encadrer nos animations, la pêche à la truite, les différents mini-clubs et événements que l'on peut organiser. Et on est aussi très attractif sur les logements que l'on propose à des tarifs très avantageux dans des logements neufs, puisque nous avons la chance d'avoir un patrimoine immobilier rénové et conséquent.
Et quel regard portez-vous sur l'avenir de la station à moyen terme ou à long terme avec la question de la raréfaction de la neige? Est-ce que les activités d'été pourraient devenir une manière durable de faire vivre l'endroit malgré tout? Je suis vraiment pas inquiète pour la station de Valberg quant à l'avenir, puisque nous sommes déjà géographiquement extrêmement bien situés. Nous sommes sur la route des Grandes Alpes. Nous avons plusieurs routes qui mènent jusque chez nous. La route du Cience, les gorges de Daluis, le col de la Cayolle, le col de la Couillole. Donc nous sommes déjà par définition sur un point central. Et puis à seulement 1 heure du littoral, à 1 heure de l'aéroport de Nice, et notre territoire très riche par sa biodiversité, par son patrimoine naturel, sa faune, sa flore locale, attire le public de plus en plus qui maintenant se reconnecte un petit peu, revient aux sources, et c'est ce que recherchent vraiment les clients quand ils viennent à Valberg. Ils veulent vivre une expérience, ils veulent se reconnecter à la nature, à l'environnement, et c'est en ce sens que la station accueillera prochainement la maison de l'environnement et de l'observation, la maison départementale, puisque le département des Alpes-Maritimes est un acteur majeur du développement 4 saisons de notre station de montagne. Voilà, donc toutes les raisons sont bonnes pour aller à Valberg, même l'été. Merci beaucoup, Marie-Amélie Ginesi, d'avoir répondu à nos questions sur Monaco Info. Et on vous souhaite une excellente saison d'été. Merci à vous, belle soirée. Direction maintenant l'École Bleue, la fameuse Académie de la mer de Pierre Frolat, une structure unique en son genre qui propose aux enfants une initiation à la plongée sous-marine en période de vacances scolaires. Une expérience à la fois éducative, sportive et pleine d'émotions. C'est notre Focus Info du jeudi. Il est signé Vanessa Dessy, Julien Logier et Sébastien Mésadry. Là, normalement, on devrait être à 31, 32, 33. C'est une école pas comme les autres. L'École Bleue initie les enfants à la plongée sous-marine dès le plus jeune âge. Créée par Pierre Frolat, recordman d'apnée et passionné de transmission. Qui veut? D'accord, je peux en prendre que 12 aujourd'hui. Les gars, il reste 30 secondes de téléphone, après c'est fini. Elle propose une pédagogie unique. Ici, les enfants y découvrent les bases de la plongée, la randonnée palmée et bien plus encore. On apprend la sensibilisation à la faune et à la flore océanique et méditerranéenne, savoir reconnaître des poissons, des algues, des anémones et ainsi de suite. On apprend le sauvetage aquatique avec la branche du centre de sauvetage aquatique et plongée de Monaco. On apprend le matelotage, savoir faire des nœuds. Et puis on apprend aussi un peu à piloter de temps en temps. On apprend à se mettre en sécurité dans l'eau. Et puis bien évidemment, on apprend à vivre en communauté avec des valeurs qui sont toujours les mêmes, la fraternité, l'engagement, le partage, l'honneur, le courage, apprendre à faire des choix ensemble, à se respecter, à partager. La plongée commence souvent bien avant la mise à l'eau. Certains enfants arrivent avec la peur du grand bleu. Chaque étape est pensée pour rassurer, écouter, encourager. Grâce à une approche douce et progressive, les appréhensions fondent et la confiance émerge. Capitaine Baba! Vive Capitaine Baba! Qui en est nous? On est les pirates! J'entends pas qui en est nous? On est les pirates! Et j'entends pas qui en est nous? On part du principe très simple que c'est tout à fait naturel, puisqu'on n'a peur que d'une seule chose, c'est l'inconnu. Donc tout notre travail, c'est de leur faire rencontrer des choses. Il faut qu'on transforme l'inconnu en connu. À partir du moment où on a l'habitude de faire quelque chose, c'est quelque chose qu'on va apprendre à maîtriser. Et à force de le rencontrer, on va carrément se familiariser à sa présence. Charlène, Yann, Mathilde et Thomas. Très bien. Avec Bastien. À l'arrière, tribord. Depuis 2001, l'École Bleue mise sur une approche simple, donner envie aux enfants de découvrir le monde sous-marin pour mieux le protéger. Plutôt que de moraliser, les encadrants jouent sur l'émerveillement. Et dans un monde marqué par les tensions, Pierre Frolat rappelle aussi l'importance du respect, de la vie en communauté et des valeurs humaines comme socle d'un avenir plus responsable. S'il y a quelque chose qui gêne, ce petit signe-là et on me montre où. Les oreilles, dans les cas-là, on essaie. Plutôt que de sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement, on va plutôt leur donner goût à aller à la rencontre du monde vivant. Et je pense que
à une période actuelle où l'actualité est quand même assez noire. Il y a beaucoup d'incivilités, beaucoup de guerres, beaucoup de difficultés humaines. Recentrer avec les enfants la nécessité justement du respect humain, de la vie en communauté, c'est quelque chose qui va qui va résonner. Ce sera peut-être très certainement beaucoup plus simple pour protéger la nature par la suite. À leur retour de plongée, les enfants racontent avoir vu beaucoup d'animaux marins, mais aussi des déchets sous l'eau, plastique, canettes et parfois même des objets surprenants. À l'école bleue, cette prise de conscience se fait masque sur le visage et palme aux pieds, une façon concrète de les sensibiliser à la protection de la mer. J'ai vu quelques trucs. Hier, j'ai vu un parapluie, ce qui était un peu bizarre. Aujourd'hui, j'ai vu des culottes ou des chaussettes, je sais pas ce que c'était. C'est pas bien pour l'environnement et c'est surtout pas bien pour notre planète. Plein de plastique, j'ai vu du métal, j'ai vu un conteneur, ça pollue la terre. Il faut ramasser les déchets qui sont sur la mer, ne pas les laisser traîner, trier les déchets. Ne pas les laisser au bord de la mer parce qu'ils peuvent se faire emporter par l'eau et ça peut polluer. Pour pas polluer la mer, il faut ne pas la polluer. Il faut ramasser ces déchets et les mettre dans la poubelle. Je pense que c'est pas bien, il faut protéger la nature, il faut protéger la mer. C'est pas bien. Mais en ne plus jetant les déchets dans la mer, même par terre. Là où on se baladait pour voir les poissons, il y avait l'animateur, il avait ramassé une canette de soda sous l'eau. Il faut nettoyer la mer et qu'il ne faut pas les jeter à l'eau. Le plastique et tout, ça pollue la mer. Il y a presque plus de tortues, vu qu'elles mangent. Je crois que le plastique, c'est des méduses, elles les mangent, après elles deviennent malades, ils peuvent mourir. Il y a des poissons qui meurent à cause de ça. À la fin du stage, Pierre Frola guette un sourire fier, un regard apaisé. Ce qu'il espère, que chaque enfant reparte grandi, curieux et surtout connecté à la Méditerranée. Car pour lui, aimer la mer, c'est déjà commencer à la protéger. Ce que l'on aime constater, c'est qu'ils prennent beaucoup plus confiance en eux, qu'ils découvrent tout simplement que finalement il n'y avait aucune crainte, qu'ils sont capables de beaucoup de choses, de très très grandes choses. Et ce qu'il y a de très très intéressant, à la fin de la semaine, les enfants sont fiers d'eux-mêmes. Souvent les adultes disent aux enfants « je suis fier de toi ». Mais en réalité, il faut que les enfants soient fiers d'eux-mêmes, parce qu'ils sont en construction. Et donc notre boulot, nous à l'école bleue, c'est de leur donner confiance en eux-mêmes, de façon à ce que, avec les outils qu'on va leur prêter et l'enseignement va leur transmettre, qu'ils utilisent ces outils, puissent fabriquer leur propre chef-d'œuvre. À la fin du stage, les visages sont rayonnants, les enfants repartent ravis, fiers d'avoir vaincu leur peur, découvert un monde inconnu et vécu une aventure hors du commun. Entre éclats de rire et souvenirs plein la tête, tous garderont de cette plongée bien plus qu'une simple initiation. J'ai passé une excellente journée à l'école de la mer, franchement c'est sympa, on apprend plus de la plongée et on découvre des choses qu'on ne savait pas forcément. On a découvert plein de choses au fond de l'eau, grâce aux bouteilles et à la randonnée palmière. C'était super bien. J'ai fait mon baptême de plongée et j'ai adoré voir les poulpes et plein de choses d'autres comme les coquillages et voilà. J'ai jamais fait de plongée et du coup j'adore ça et c'est tout ce que je voulais dire. Et puis, on a vu plein d'animaux et le plus chouette c'est que
On voit des animaux qu'on n'a pas la chance de voir en plage. On fait de la plongée, du snorkeling et plein d'autres choses. Et ce qui me plaît le plus là-dedans, c'est la plongée bouteille. Plonger pour mieux appréhender, respirer pour mieux grandir. À l'école bleue, les enfants découvrent bien plus que le monde sous-marin. Ils trouvent confiance, curiosité et respect de la nature. Une parenthèse bleue qui laissera certainement une trace durable. Voilà, c'est sur ces images que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci pour votre fidélité. Pour les prévisions météo de ce vendredi, la Saint-Frédéric, c'est tout naturellement Frédéric Hélion que vous retrouverez dans un instant. Et puis demain, c'est Fabien Bonilla qui vous accueillera pour votre journal de 19h. Je vous laisse sur les images du concert Polyphonia qui s'est tenu sur la promenade du Larvoto hier soir, capturé par notre photographe Manuel Vitali. Excellente soirée sur Monaco Info et à bientôt. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir Théo, bonsoir à toutes et à tous. Vendredi, la journée sera une nouvelle fois bien ensoleillée, quelques rares nuages le matin, puis un ciel parfaitement dégagé. L'après-midi, il fera chaud avec des températures comprises entre 24 et 30 degrés. Pour ceux qui opteront pour une journée plage, l'eau sera à 26. Vendredi 18 juillet, ce sera la journée internationale Nelson Mandela, célébrée chaque année depuis 2009 afin de rendre hommage à l'ancien président de l'Afrique du Sud, un homme qui a marqué l'histoire. Et le 18 juillet, Théo, ce sera aussi la Saint-Frédéric, le plus beau prénom du monde, bien sûr. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.